Bonsoir à tous et bienvenue. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Semaine très marquée politiquement par les sorties des porte-paroles du PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, et celui du RHDP, le Rassemblement des Ofotistes pour la démocratie et la paix. Kobenan Kwasi Adjoumani et Justin Koné-Katinan se sont prononcés notamment avec des appréciations diverses sur la grâce présidentielle accordée par le président Alassane Ouattara à son prédécesseur Laurent Gbagbo. Grâce présidentielle, pourquoi cette levée de bouclier? Vous le savez, ce sujet a fait l'ensemble des débats sur les médias et sur les réseaux sociaux. On en parle en début d'émission avec nos invités. Autre sujet au menu, la mutation du mouvement des générations capables, MGC en parti politique, mouvement porté par l'ancienne première dame ivoirienne Simone Eivie Gbagbo. L'Assemblée générale extraordinaire est prévue pour la semaine prochaine. Analyse et décryptage à suivre également. Et ce soir, comment ne pas aborder le passage éclair en Côte d'Ivoire du banquier ex-ministre du Plan et du Développement de la République de Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam, à qui l'on prête des intentions présidentielles. Il a été reçu notamment au cours de son séjour par le président de la République, Alassane Ouattara, les ex-présidents Henri Konan Bédié du PDCI-RDA et celui du PPACI, Laurent Gbagbo. Autre décryptage de nos invités à suivre. Voilà pour le sommaire avec moi en plateau ce soir pour cette émission. Dans la première partie, professeur Kwao Geoffroy. Il est politologue, essayiste, il est auteur de cet ouvrage « Violence électorale et apologie de l'impolitique, faut-il désespérer de la Côte d'Ivoire ?» Professeur Simpli Dion est également avec nous, il est enseignant de philosophie politique, il est également auteur de cet ouvrage « Chemin vers la paix ». Nous avons également l'honneur d'avoir avec nous sur ce plateau ce soir Maître Drissa Traoré, il est le secrétaire général de la FIDH, la Fédération internationale pour les droits humains. Nous avons également l'honneur d'avoir avec nous Maître Hervé Gouamene, avocat au barreau d'Abidjan, président de l'Association des avocats ivoiriens pour les droits de l'homme, AIDH. Maître Youssouf Meïté, enseignant-chercheur, avocat au barreau de Paris. Enfin, Mahamadou Kouman, coordinateur national de la CSCI, la Convention de la société civile ivoirienne. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Bonsoir. Merci. Vous le savez, messieurs, dans sa traditionnelle adresse à la nation, à la veille de la célébration de l'indépendance, le président de la République a accordé une grâce à son prédécesseur Laurent Gbagbo et une liberté conditionnelle à des militaires en lien avec la crise post-électorale de 2010-2011. Décision diversement appréciée par les Ivoiriens, vous le verrez dans le sujet qui va vous être proposé tout à l'heure. Le porte-parole du PPACI, Justin Koné-Katinan, a fait une sortie quelques jours après pour estimer que le parti souhaitait plutôt une amnistie en lieu et place d'une grâce présidentielle. S'en est suivi un débat auquel a réagi le porte-parole du RHDP. Je vous propose de suivre ce sujet de Thiémé Dandier. On en parle juste après. Dans son adresse à la nation du 6 août dernier, le président de la République Alassane Ouattara annonçait des mesures de décrispation du climat politique national. J'ai signé un décret accordant la grâce présidentielle à M. Laurent Gbagbo, ancien président de la République. J'ai également demandé qu'il soit procédé au dégel de ses comptes et au paiement de ses arriérés de rente viagère. J'ai aussi signé un décret accordant la libération conditionnelle au contre-amiral Vagua Fossigno et au commandant Jean-Noël Abey, condamné pour des infractions liées à la crise post-électorale de 2010. Dans l'opinion nationale, ces mesures sont favorablement accueillies. Nous saluons cette décision qui va dans le cadre de la réconciliation et cela prouve que le président est un homme vraiment de valeur. C'est une décision salutaire parce qu'effectivement, il veut que tout le monde aille à la réconciliation. Parce qu'il faut réconcilier tous les fils et filles de ce pays-là. S'il a accepté la grâce présidentielle pour Laurent Gbagbo, ça va faciliter la situation. C'est un bon pas vers la réconciliation nationale et c'est un acte à encourager. Au niveau de la classe politique, elles sont plutôt des mécontents. En première ligne, le parti du bénéficiaire principal, l'ex-président Laurent Gbagbo. Ayant été chef suprême des armées de Côte d'Ivoire,
Il est allé à la CPI, il en a été acquitté, il a été acquitté là-bas. Et donc, la conclusion, c'est que les militaires qui ont exercé sous son ordre n'ont pas exercé d'ordre illégal. Il était difficile d'aller assister au défilé de l'armée nationale de la Côte d'Ivoire lorsque des soldats qui ont servi sous ses ordres sont encore en prison. Le PPACI se félicite de la libération du contre-amiral Vagba Faustino et du commandant Jean-Noël Abbaye, du dégel des avoirs du président Laurent Gbagbo et du rappel de sa rente. Cependant, le PPACI demande l'application des recommandations du dialogue politique, notamment la libération de tous les prisonniers civils et militaires, l'arrêt des poursuites contre les responsables politiques de l'opposition, la prise d'une loi d'amnistie en lieu et place de la grâce présidentielle. Dans le camp adverse, la réaction ne se fait pas attendre. Le porte-parole principal du parti au pouvoir donne la réplique, réfutant toute violation d'un point qui ne figure pas, selon lui, dans les conclusions du dialogue politique. La prise d'une loi d'amnistie, notamment au profit du président Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé et de quelques militaires que ce soit, ne fait guère partie des conclusions du dialogue, encore moins des recommandations qui en sont issues. Et cela est vérifiable en consultant le document rendu public signé par toutes les parties prenantes à l'issue des travaux du dialogue politique. Le RHDP voudrait rappeler que la grâce présidentielle accordée à M. Laurent Gbagbo par le chef de l'État ne procède ni d'une obligation légale, ni d'un compromis politique, mais de la seule volonté du président de la République de renforcer la paix et la cohésion nationale. Il est par conséquent difficile de comprendre l'attitude du PPACI qui, au lieu d'exprimer sa gratitude au président de la République pour sa sollicitude à l'égard de M. Laurent Gbagbo, lui brandit plutôt une exigence, celle de faire adopter une loi d'amnistie. Comme on le voit, la grâce présidentielle censée booster l'accalmie du front politique national fait grincer des dents et continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Professeur Kwao, l'amnistie et la grâce n'ont pas la même orthographe, c'est certain, mais ils ont, les deux aboutissent à mettre fin à l'exécution de la peine d'un condamné. On est d'accord? Oui, vous avez totalement raison. Il faut faire le départ, la différence, la dichotomie entre ces deux notions juridiques. Prévues respectivement par l'article 66 de la Constitution et l'article 132 du Code pénal, la grâce s'analyse en un aménagement de la condamnation pénale. En d'autres termes, la grâce dispense le condamné bénéficiaire de l'exécution de sa peine. À l'inverse, à contrario, par opposition, l'amnistie, elle, est prévue par l'article 101 de la Constitution et l'article 105 du Code pénal. C'est une mesure législative qui s'analyse comme un aménagement de la responsabilité pénale, subséquemment de la condamnation pénale. Les deux n'ont donc pas la même nature juridique. L'amnistie est une loi, donc relève de la compétence du Parlement, alors que la grâce est une mesure réglementaire, un décret du président de la République. La différence apparaît également au niveau de leurs conséquences, de leurs effets, de leurs résultats. Alors que la grâce permet, n'est-ce pas, au condamné de ne pas exécuter sa condamnation, elle n'efface pas l'infraction, encore moins la peine. Par contre, l'amnistie, elle, efface et l'infraction et la condamnation. Pour faire simple, lorsque un condamné bénéficie d'une mesure de grâce, l'infraction et la peine restent inscrites dans son casier judiciaire avec les conséquences qui s'y rattachent.
À l'inverse, lorsque vous bénéficiez d'une mesure d'amnistie, votre casier judiciaire devient totalement vierge. Monsieur, comment vous comprenez cette levée de bouclier? Réaction, Maître Meïté? Pour expliquer un peu la levée de bouclier, moi je pense que au niveau du PPACI, ils auraient voulu que ce soit une amnistie. Parce que, comme l'a si bien expliqué M. Geoffroy, ça n'a pas les mêmes conséquences, ça n'a pas les mêmes effets juridiques. Donc l'amnistie permet d'effacer la condamnation sur le casier judiciaire, ce qui permettra à Laurent Gbagbo d'exercer ses droits civiques et politiques, alors que la grâce présidentielle, certes, efface la condamnation, mais la peine reste inscrite dans le casier judiciaire. Donc c'est à ce niveau-là qu'il y a eu ce débat. Il y a un autre élément, c'est que délibérément ou par ignorance, certains ont avancé le fait que M. Laurent Gbagbo ne devait pas bénéficier de la grâce présidentielle parce qu'il aurait été condamné par contumace. Voilà, donc sa condamnation ne serait pas définitive. Donc par conséquent, la grâce présidentielle ne s'applique pas à sa situation. Ce qui est totalement faux parce que je rappelle que M. Laurent Gbagbo a été condamné par défaut et l'appel n'a pas été relevé. Donc la condamnation est devenue irrévocable. Il n'y a plus de voie de recours. Donc la seule solution qui pouvait permettre à Laurent Gbagbo de jouir de ses droits civiques et de ne pas aller en prison, c'est la grâce présidentielle ou l'amnistie. Le président de la République a pris la grâce présidentielle. Je pense que c'est une mesure qui est salutaire, non seulement pour Laurent Gbagbo lui-même, pour la nation. Pour Laurent Gbagbo, déjà, l'épée de Damoclès de la prison qui planait sur sa tête est levée. Parce que, à partir du moment où la peine d'emprisonnement, 20 ans qui a été prononcée, normalement, il aurait dû être arrêté et incarcéré. Mais bon, je ne sais pas quelles sont les raisons qui n'ont pas permis son incarcération. Mais aujourd'hui, l'épée de Damoclès de cette condamnation est levée. Et en plus, il bénéficie aussi de sa rente viagère et tout. Donc tout ça, c'est un avantage pour lui. Et en dehors de ça, le décret, comme on n'a pas encore eu accès au décret, je rappelle que même si c'est une grâce présidentielle, le décret peut comprendre l'effacement des peines complémentaires, notamment la peine de droits civiques et autres. Donc on n'a pas accès au décret, donc on ne sait pas le contenu. Mais néanmoins, par rapport à l'exposé du chef de l'État, comme il n'a pas abordé cet aspect-là, on peut penser que ça n'a pas été pris en compte. Donc attendons de voir. D'accord. Maître Gouameni, allez-y. Oui, moi j'estime que la levée des boucliers contre cette mesure est injustifiée. Est injustifiée parce que la grâce de façon étymologique, c'est une faveur. Et bibliquement, on dit que c'est une faveur imméritée. Donc on estime que c'est une faveur que le président de la République a voulu faire au président Laurent Gbagbo. Donc on ne devait pas aller contre cette mesure. Dans tous les cas, le président de la République n'était pas obligé d'accorder la grâce présidentielle. Donc il a fait une faveur. Il faut déjà accepter ça et puis être reconnaissant de ce que par cette mesure, Laurent Gbagbo est dispensé d'exécuter une peine d'emprisonnement de 20 ans. Déjà, c'est important ça. Mais en fait, la levée des boucliers, pour nous, se justifie pour des raisons politiques. Parce que comme Geoffroy l'a dit, bien sûr, Geoffroy l'a dit, la grâce n'efface pas la sanction pénale, ça figure dans le casier judiciaire. Par contre, l'amnistie efface cette-là. Donc, j'aurais souhaité qu'il ait l'amnistie pour que ce soit effacé son casier judiciaire, parce que certainement, il a en vue... On est en perspective 2025. En perspective 2025. Donc, c'est la raison fondamentale pour laquelle il y a toute cette levée de boucliers. Mais pour moi, c'est une manque de reconnaissance, parce que la grâce est quand même une mesure. Il n'était pas obligé de la prendre. Il faut reconnaître déjà et apprécier à sa juste valeur. Mamadou Kouman, réaction? Je m'inscris dans la même dynamique que mes prédécesseurs. La grâce, c'est déjà une action importante. Ce sont les effets qu'il faut regarder. Que ce soit la grâce ou l'amnistie, le plus important, c'est que Laurent Gbagbo n'est plus en prison. Le plus important, c'est qu'il retrouve ses droits et c'est ce qu'il faut noter. Je pense que les hommes politiques nous fatiguent. Ils nous fatiguent, ils fatiguent les populations. Et vous voyez, on crée une tempête dans un verre d'eau. Quand le président de la République a prononcé la mesure de grâce et dire que le président verrait ses avoirs dégelés et qu'il bénéficierait de ses rentes viagères, mais ça a été un soulagement. Nous sommes avec les populations, nous savons ce que cela a produit comme effet, et quelques heures après,
on nous dit que le président Gbagbo ne veut pas de cette grâce. Vous voyez, pour le citoyen lambda, c'est inconcevable. Il nous fatigue, qu'ils arrêtent de fatiguer les populations. Je pense que c'est un grand pas qui est fait. Il faut être patient. Moi, je me plais à dire que le président de la République, c'est un sémioticien. C'est un comment? Sémioticien. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il agit par des signes. Vous voyez, je pense qu'il faut être patient. C'est un processus qui est engagé. Je suis convaincu qu'on aboutirait, je ne sais pas quel moment, en tout cas l'amnistie. Il est en train de faire ce qu'il peut. S'il prenait l'amnistie, je connais, Maître Idrissa est là, quand le président de la République avait, en son temps, pris une loi d'amnistie, il a dit que c'était une violation. Illégal, oui. Que c'était illégal. J'ai ça encore en souvenir. La LIDO, la FIDH et MIDH avaient levé une sorte de bouclier contre cette loi d'amnistie. Mais déjà, il fait l'effort d'être dans ses droits, dans ses prérogatives. On verra ce que le Parlement fera plus tard. Très bien. Oui, Maître Traoré. Je voudrais dire que j'adhère un peu aux propos de mes prédécesseurs, mais je voudrais dire que dans tout ce débat, on ne voit pas où nos hommes politiques mettent les victimes. Parce qu'à la vérité, ce débat se fait autour et pour les hommes politiques, autour et pour la conquête du pouvoir. Mais personne ne pense à ces 3000 victimes de la crise post-électorale. Et même le chef de l'État, dans son adresse, lorsqu'il parle de grâce, lorsqu'il parle de libération conditionnelle, aucun mot pour les victimes. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile et défenseurs des droits humains, nous aurions aimé que les politiques, les acteurs, les autorités puissent penser aux victimes. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les seuls laissés pour compte. À la rencontre des trois grands, aucun mot pour les victimes. Il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de reconnaissance de tort, il n'y a pas d'excuses. Cela nous amène à penser... Alors, j'ai bien l'impression que vous focalisez exclusivement sur la dernière adresse à la nation du chef de l'État, mais il y a eu d'autres occasions où il a eu des mots pour les victimes. Je pourrais même aller à ces... Aujourd'hui, les victimes ont quoi? Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, on est avec les victimes. Les victimes n'ont absolument rien. Quand on parle de réparation... Il y a quand même des mécanismes, non, étatiques. On a eu la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Mais qu'est-ce que ça a produit? Quelles ont été les causes? Les populations n'en savent rien parce qu'il n'y a pas eu de publicité sur cette question. D'accord. On vous a bien compris. Revenons au cas de Laurent Gbagbo et des militaires dont la peine a été allégée. Pour nous, c'est des mesures salutaires pour les concernés. Pour les concernés, c'est d'autant plus que nous comprenions difficilement que M. Laurent Gbagbo, qui était sous le coup d'une condamnation, revient en Côte d'Ivoire et, j'allais le dire, se balade, va partout, rencontre le chef de l'État qui est chargé d'assurer justement l'exécution des peines et surtout le fonctionnement des institutions. Nous étions surpris parce que nous pensons que lorsqu'une décision de justice est rendue, elle doit être appliquée. Le chef de l'État, dans son adresse à la nation, pour justement soutenir cette mesure de grâce accordée à Laurent Gbagbo et d'allègement de peine aux militaires, a indiqué que le levier sur lequel il jouait, c'était de renforcer la cohésion sociale. Comment vous réagissez? On a bien l'impression, dans votre argumentaire, que vous mettez la cohésion sociale de côté. Non, pas du tout. La cohésion sociale ne fait pas seulement en politique. Pour moi, la cohésion sociale se fait avec les populations. C'est ce que nous saluons, cet acte-là, qui va permettre certainement au président Laurent Gbagbo d'être plus serein dans sa démarche politique. Mais encore qu'il faut penser aux victimes, il faut penser aux populations qui souffrent et qui continuent de souffrir. Professeur Dion? On parle de victimes parce qu'il y a eu crise. Et parce qu'il y a eu crise politique. Et il y a une échéance qui arrive, qui est 2025. Et si on y prend garde, il y aura encore d'autres victimes. Et il me semble que, entre ce qui s'est passé et ce qui est susceptible de se passer, ce qu'on demande, c'est que nous puissions assurer un climat de paix, qu'on appelle réconciliation, qu'on appelle cohésion. Et je crois que les actes que le chef de l'État est en train de poser sont censés aller dans ce cadre-là. Mais toute grille de lecture, aujourd'hui, là, doit être tributaire de 2025.
Vraiment, il faut qu'on touche le fond du problème. Vous dites la grâce pour Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, quand il rentre, dans sa tête, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Donc, accepter la grâce voudrait certainement dire, pour lui, reconnaître implicitement qu'il y a eu quelque chose et qu'il est coupable de quelque chose. Je crois que c'est là où ça s'est situé. C'est comme ça qu'il faut comprendre certainement l'intervention de Katina. Si vous m'accordez la grâce, d'après les explications des juristes ici, ça veut dire que j'ai fait quelque chose. Il dit, moi, je n'ai rien fait. Deuxième chose, quand il rentre pour faire la politique. La grâce ne lui accorde pas cette possibilité de se présenter, par exemple, à l'élection de 2025. Il n'est pas dans ce schéma. S'il était rentré simplement pour vaquer à ses occupations au village, on comprendrait. Mais il veut faire la politique. Il a créé un parti pour prendre le pouvoir. C'est l'essence d'un parti politique. Donc, il ne peut pas, logiquement, accepter la grâce. Si on a compris ça, on comprend tout le développement de Katina, qui, quand même, dans son discours, dit « Nous saluons la libération d'eux ». Il faut reconnaître qu'il ne dit pas « Nous rejetons tout en bloc ». Nous saluons, mais nous aurions aimé qu'on aille un peu plus loin parce que nous estimons que Laurent Gbagbo doit être acquitté de tout. On est dans ça. Mais, comme cela a été dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire a trop souffert pour qu'on revienne à nos vieux démons. Le problème que j'ai avec les hommes politiques ivoiriens, et je terminerai sur ça, vous me permettrez d'utiliser la pédagogie d'un grand soufi musulman que j'aime bien, et qui a une façon très particulière de régler les problèmes. Un jour, il perd sa clé, et il se met à la chercher. Et il y a quelqu'un qui vient le voir, son ami, qui dit « Mais maître, qu'est-ce que vous avez perdu ?» Il dit « Ma clé ». Il dit « Mais je veux vous aider à chercher la clé, mais où est-ce que vous l'avez perdue ?» Il dit « Je l'ai perdue là-bas dans l'obscurité. » Il dit « Mais vous l'avez perdue dans l'obscurité, mais pourquoi c'est à la lumière que vous cherchez ?» Il dit « Parce que c'est plus commode de chercher la clé dans la lumière. » Pour dire que nous ne cherchons pas toujours là où nous allons trouver les solutions à nos problèmes. Il faut qu'on puisse s'asseoir véritablement et régler les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire, qui sont d'abord et surtout des problèmes politiques. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Très bien. Professeur Kwao Geoffroy, en l'état actuel des choses, disons-nous les choses clairement, est-ce que Laurent Gbagbo peut candidater pour 2025 ? À l'observation, non. Parce que pour être candidat à l'élection présidentielle et à une quelconque élection en Côte d'Ivoire, l'une des conditionnalités, c'est la bonne moralité. Et cette bonne moralité se justifie par la présentation d'un casier judiciaire. Or, tel que par moi défini tout à l'heure, la grâce n'efface pas la condamnation de M. Laurent Gbagbo. Très bien. Messieurs, cette question précise ayant trouvé réponse, il y a un autre parti politique en Côte d'Ivoire qui s'est invité dans le débat. Il s'agit de l'UDC, parce que, souvenez-vous, Justin Koné-Katinan disait que l'amnistie avait été... tous les partis politiques et les organisations de la société civile s'étaient accordés pour que l'amnistie soit accordée à Laurent Gbagbo et aux prisonniers en lien avec la crise post-électorale. L'UDC estime que cela est une manipulation du PPACI. Pour ceux qui ont participé au dialogue politique, est-ce que le dialogue précisait effectivement qu'il s'agissait d'une loi d'amnistie ou d'une grâce présidentielle? Dites-nous. Effectivement, nous avons été un acteur majeur pendant le dialogue politique 5. Sur les 33 questions qui ont été débattues, à la fin, nous n'avons retenu que 13 recommandations. 13 recommandations relatives aux mesures d'apaisement de l'environnement politique, sur la question de la réconciliation nationale et sur le troisième point portant sur le cadre juridique et institutionnel des élections en Côte d'Ivoire. Mais sur toutes ces 13 recommandations, nulle part cela n'est inscrit. On peut considérer que la question a été abordée parce que c'est une question importante. On en a parlé, mais à la fin, il n'y a aucune des 13 recommandations qui l'indique de façon explicite. Mais en tant qu'acteur de la société civile, je pense que c'est une question importante qu'il convient de prendre en compte. Le souci majeur, quand vous regardez l'une des indications dans
dans le rapport final, il y a l'esprit qui a été apprécié. Le dialogue s'est fait vraiment dans un climat d'apaisement, de convivialité. On a senti la volonté des uns et des autres aller à la paix. Et c'est ce qui fait dire à certains que, effectivement, que c'est une des recommandations. Le document est avec moi. Sur les 13, nulle part il n'est inscrit qu'on doit accorder une grâce ou une amnistie à Laurent Gbagbo. Même la question on a demandé au dialogue politique de tout faire pour faciliter le retour de Blé Goudé et de Soro Guillaume. Mais dans les recommandations, c'est des questions qui n'ont pas été retenues. Je le dis fermement. Très bien. Selon Maître Guaméné tout à l'heure, le PPACI, c'est une faveur que fait le président de la République à son prédécesseur. Alors, dans le développement qu'il faisait, le PPACI devrait quand même reconnaître cette faveur pour faire avancer le débat politique. Est-ce que vous partagez cet avis, monsieur? Oui, je partage totalement l'avis de Maître Guaméné. Bon, je pense que le PPACI doit faire un effort, comprendre que c'est un pas de géant qui a été franchi par le chef d'État, saisir cette opportunité. Je rappelle que le PPACI a un groupe parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. L'amnistie émane de la loi, donc c'est l'Assemblée nationale qui peut prendre une loi d'amnistie. Pourquoi ne pas déposer sur la table du Parlement une proposition de loi allant dans le sens de l'amnistie? On me dira ici qu'ils sont minoritaires. Certes, ils sont minoritaires, mais il y a toujours des possibilités. Nous avons vu récemment, pour être président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo a pu approcher les uns et les autres groupes parlementaires. À l'unanimité, il a été désigné. Donc, au moins, essayer de déposer sur la table une proposition allant dans ce sens-là et essayer de contacter les autres, convaincre les autres groupes parlementaires pour voter une loi d'amnistie. Il faudrait que le PPACI songe à ça, plutôt que de faire injonction au chef d'État de prendre une loi d'amnistie, alors que ça ne mène pas de la compétence du chef d'État. Lui, il a le droit de grâce, c'est ce qu'il a accordé à Laurent Gbagbo, c'est ce qu'il pouvait faire. Je pense qu'au niveau de la réconciliation, chaque acteur doit quand même s'impliquer. L'Assemblée nationale doit jouer son rôle. C'est vrai que le président de la République est le chef suprême, et c'est lui qui représente l'État, mais au niveau du Parlement, on peut jouer ce rôle-là. Donc c'est important. Donc c'est un appel au PPACI, EDS et autres, de songer à ça aussi. Oui, allez-y. Moi, je suis très optimiste de nature. Je veux aussi être très objectif. Quand Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire et qu'il a été reçu par le chef de l'État, vous avez vu, ça a été une véritable bouffée d'oxygène. Le taux d'adrénaline a baissé. Quand le 14 juillet, le président de la République a reçu le président Henri Konan Bédié, le président Laurent Gbagbo, vous voyez, le peuple était soulagé. Il y a une sorte d'hypertrophie de l'action politique sous notre pic. Quand les leaders se rencontrent, vous voyez les militants, tout de suite, les petites guerres cessent. Moi, j'ai foi. Nous avons demandé, pendant le dialogue politique, la mise en place d'un cadre permanent d'échange, de rencontres entre ces trois grands leaders. Moi, je les appelle vraiment des grands hommes. C'est des personnalités respectables qui sont capables de surmonter, d'aller au-delà de leur ego et puis voir l'intérêt général. Chaque fois qu'ils se rencontrent, le peuple se réconcilie. Et il faut, pour moi, cela est important. S'ils ont déjà ce cadre de rencontre, d'échange, je suis convaincu qu'ils finiront par régler toutes les questions politiques. Vous savez, la gestion du pouvoir, ça paraît simple, mais c'est aussi complexe. On ne sait même pas ce qu'ils se sont dit, les trois. Très bien. Alors, messieurs, vous voulez réagir, on dirait, oui, Maître Auré? Oui, je voudrais rapidement, allez-y. Simplement dire que le PPACI devrait reconnaître au chef de l'État d'avoir pris cette mesure, qui est une mesure discrétionnaire du chef de l'État et qui produit des effets. Mais en même temps, je voudrais, et le professeur Dion l'a dit, en 2025, il faut qu'on tire également les leçons de ce qui s'est passé. Il faut qu'on se rappelle qu'en 2003, on a eu une loi d'amnistie. En 2007, nous avons eu une loi d'amnistie. En 2018, nous avons eu une ordonnance d'amnistie. En 2022, un décret de grâce. Mais tout cela, sans que ce ne soit suivi par des éléments pertinents pour nous permettre de percevoir que de 2020, on pourrait aller comme des élections qui se passent dans tous les pays. Quand vous dites éléments pertinents, vous faites allusion à quoi?
Premièrement, la question de la commission électorale indépendante est posée. Au dialogue politique, 5e dialogue politique, cela a été posé. Aujourd'hui, on attend toujours pouvoir. Parce que je pense que 2025, c'est maintenant qu'on doit commencer à préparer, à mettre en place tous ces éléments-là. Si on ne le fait pas et qu'on attend 2024 pour le faire, on ira encore dans la précipitation et puis on va retomber dans les mêmes effets qu'on a connus et ce sont les victimes. Et je précise, et moi, en tant qu'acteur des droits de l'homme, c'est les victimes que je regarde, c'est la population que je regarde et on sera encore à décompter nos victimes. Parce que toutes les mesures de grâce qui sont prises, dont on parle, on ne pense pas à cette population des personnes qui aujourd'hui ont perdu leurs pères et mères, qui ne peuvent pas aller à l'école, des personnes qui ont été blessées, des personnes dont on ne sait même pas si elles vivent encore. Je pense qu'il faut arriver à mettre tout cela dans le même bol, traiter tous ces problèmes-là avant 2025. Alors, on a la chance d'avoir des juristes, des hommes de droit de haut vol. On va en profiter au maximum. Alors, cette émission est suivie, évidemment, vous le savez, sur les réseaux sociaux. Et parmi ceux qui nous suivent, il y en a qui sont proches, certainement, du PPACI, qui disent « Laurent Gbagbo a été jugé et acquitté à la CPI, donc il ne peut pas encourir de peine en Côte d'Ivoire. » Donc, cette loi, cette grâce accordée par le président de la République n'a pas d'effet à leurs yeux. Comment vous réagissez, professeur Kouao ? Non, ce sont deux ordres juridictionnels totalement différents, l'international et le national. Vous pouvez être acquitté à l'international et être condamné au niveau national. C'est ce qui a été le cas de M. Laurent Gbagbo. Cependant, il convient de porter quelques critiques sur la nature de la contumace. Qu'est-ce que c'est que la contumace ? La contumace, c'est un jugement par défaut au criminel. Au criminel, c'est-à-dire que lorsque nous sommes dans des infractions extrêmement graves. Et quand vous prenez l'article 354 du Code de procédure pénale, il est clairement dit ceci. Le condamné, enfin, la personne qui va être jugée, si elle ne se présente pas à l'audience et ne présente pas d'excuses valables, la personne est jugée par contumace. Donc c'est lorsque vous ne vous présentez pas devant le juge et que vous ne présentez pas de raisons valables, d'excuses valables, que vous êtes jugé par contumace. C'est ce qu'il a appelé tout à l'heure par défaut, c'est-à-dire à votre absence. La question inaugurale est de savoir, en 2018, M. Laurent Gbagbo était en prison à La Haye. De mon point de vue, c'est une excuse valable pour ne pas qu'il se présente devant les juridictions ivoiriennes. Il ne pouvait faire autrement. Il n'a pas le don d'ambiguïté. Il aurait fallu peut-être que les autorités ivoiriennes demandent son extradition de La Haye pour qu'il se présente. Donc, à partir du moment où M. Laurent Gbagbo a une excuse valable, je pense que la mesure de contumace n'était plus pertinente. Deuxième observation. Tout à l'heure, il disait que la contumace était devenue définitive. Mais non, mais non. Non, s'il vous plaît. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, on le laisse terminer. Ici, on laisse les uns et les autres terminer. Après, on prend la parole. Terminé. Qu'est-ce qu'une condamnation devenue définitive? Convoquons pour notre explication l'article 25 du Code pénal, qui dispose clairement que est une condamnation définitive, autre que par contumace, une condamnation qui ne peut plus faire l'objet d'un recours. Autrement dit, une condamnation qui est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Donc on ne peut plus revenir sur cette question autre que la contumace. Donc la contumace ne peut pas faire l'objet et ne peut pas être définitive. En ce sens que, lorsqu'on vous juge par contumace, c'est-à-dire que vous n'êtes pas présent. Et lorsque ce jugement est assorti d'un mandat d'arrêt, donc d'un mandat d'incarcération, comme c'est le cas de M. Laurent Gbagbo, lorsque le contumace se présente, de deux choses l'une. Soit il se présente et se constitue prisonnier, soit l'autorité judiciaire compétente l'arrête et décerne contre lui un mandat de dépôt, donc il va en prison. Dans le cas de M. Laurent Gbagbo, il est arrivé, tout le monde le sait,
il ne s'est pas présenté aux autorités judiciaires. Les autorités judiciaires savent très bien que M. Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire, il n'a pas été arrêté. La grâce, je le disais tout à l'heure, dispose de l'exécution de la peine, de la condamnation. Mais dans le cas de M. Laurent Gbagbo, est-ce que M. Laurent Gbagbo était en prison? Est-ce qu'il était en train d'exécuter une peine? Ce sont des observations pertinentes qu'on devait faire. Très bien. Vous voulez réagir? Oui, rapidement, allez-y. Je pense que le procès Kouao fait une confusion entre la contumace et la condamnation par défaut. C'est deux éléments très différents. M. Laurent Gbagbo n'a pas été jugé par contumace, il a été jugé par défaut. Donc, lorsqu'il a été condamné, son avocat, il a fait opposition, mais il ne s'est pas présenté devant le tribunal. Donc, il y a eu une ordonnance, il y a eu une décision de condamnation par itératif défaut. Donc, après, le délai d'appel ayant été épuisé, il n'a pas fait appel de la décision. La décision est devenue irrévocable. C'est différent d'une décision devenue définitive. C'est-à-dire que l'irrévocabilité de la décision de condamnation par défaut fait que M. Gbagbo ne pouvait pas faire opposition, ni appel, ni se pouvoir en cassation, ni même en révision. Alors que si c'est une condamnation par contumace, comme vous avez bien expliqué, lorsqu'il se présente ici, il se présente devant les autorités pour qu'il soit incarcéré. Et après, lorsqu'il est arrêté, il peut décider d'accepter la peine et la peine s'applique à lui, ou alors il peut demander un nouveau jugement. Ça n'a pas été le cas. Donc, ces deux thèmes sont totalement différents. Donc, à partir du moment où M. Gbagbo a été condamné par défaut et que la décision est devenue irrévocable, il n'avait aucun moyen de recours. Donc, la seule solution qui se posait à lui, soit on prend une décision de grâce ou une loi d'amnistie. Bon, concernant son incarcération ou l'absence d'incarcération, bon, ça, je ne sais pas quelles sont les motivations. Mais en tout cas, cette décision m'échappe. Mais sinon, vous avez fait une confusion et essayez de rectifier cela. Effectivement, Maître Guaméné. Effectivement, la décision de condamnation de Laurent Gbagbo est devenue effectivement définitive. Parce que, comme Maître Mété l'a dit, il s'agissait d'un jugement de défaut. Et il y a eu donc opposition d'un de ses conseils qui ne s'est pas présenté, la décision est devenue définitive. Mais parlant donc de la condamnation à la CPI ou bien l'acquittement à la CPI qui empêcherait donc que Laurent Gbagbo fasse la prison, je pense que les gens se méprennent un peu. Comme le professeur Kouao l'a dit, il s'agit non seulement de deux ordres juridictionnels différents, national et international, mais il s'agit également de faits différents. À la CPI, il s'agissait de crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. Les chefs d'accusation sont différents, totalement. Très différents. Et en Côte d'Ivoire, il s'agissait plutôt du cas de la BCAO, qui sont des faits différents, qui peuvent être condamnés en Côte d'Ivoire si même à la CPI, il a été acquitté pour autre chose. Donc c'est vraiment très différent. J'aimerais ajouter quelque chose sur ça. Rapidement, voilà, vous avez une minute, pas plus. Concernant les deux ordres de juridiction, je rappelle que la Cour pénale internationale est compétente pour 4 crimes graves. Crimes contre l'humanité, crimes d'agression, génocide et crimes de guerre. Maintenant, l'affaire de la casse de la BCAO ne relève aucunement de ces infractions-là. Donc, ces infractions peuvent être jugées par l'État de Côte d'Ivoire et la condamnation prononcée qui est devenue définitive est tout à fait légale et régulière. Maintenant, pour terminer, même s'il y a eu des crimes contre l'humanité, les crimes d'agression aussi, la CPI a une compétence complémentaire. La CPI n'est compétente lorsque l'État est défaillant ou l'État n'a pas la volonté de juger. Donc, c'était pour éclairer un peu... Très bien. Voilà. On vous a entendu. Oui, maître... Sur ce point, je voudrais simplement dire que n'oublions pas que Laurent Gbagbo a été jugé à la CPI à partir sur 5 événements. Et donc, toutes les autres infractions qui peuvent être des crimes contre l'humanité ou d'autres infractions qui ne relèvent pas de ces 5 événements peuvent être jugées encore en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas parce qu'à la CPI, M. Laurent Gbagbo a été acquitté qu'il ne peut plus être jugé pour des faits qui sont produits lors de la crise post-électorale. Parce que là-bas, il y a eu simplement 5 événements et certainement sur ces 5 événements, on ne peut plus revenir dessus en Côte d'Ivoire. D'accord, mais si on est entré en profondeur dans le droit, on le sait tous, hein, en Côte d'Ivoire, ces 30 dernières années, toutes les crises qu'on a connues sont parties d'escalade verbale. Depuis un moment, la tendance est plutôt à l'accalmie, à la réconciliation. Les Ivoiriens sont très heureux de voir cette fameuse image très symbolique de voir Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, ensemble au palais présidentiel. Aujourd'hui, suite à cette adresse du président de la République, les états-majors des partis politiques ont commencé à réagir. J'ai bien peur qu'on aille vers une escalade. Faut-il désespérer justement de la classe politique, de sa capacité à réunir les Ivoiriens sur ce qui est le plus important, à savoir la cohésion sociale? Oui, professeur Kouao. Tout simplement, on vient de toucher là la question fondamentale de la crise en Côte d'Ivoire.
Le problème de la Côte d'Ivoire depuis ces 30 dernières années, c'est l'élection du président de la République. Tout est parti, rappelez-vous bien, de 1995 avec le boycott hâtif lancé par le Front populaire, par le Front républicain qui réunissait le Front populaire ivoirien et le Rassemblement des Républicains. Front populaire de Laurent Gbagbo, Rassemblement des Républicains d'Alassane Ouattara. Très bien. Et après, on a eu la crise électorale de 2000 qui a fait 300 morts, je crois. Et puis, en 2010, 3000 morts. Et tout récemment, en 2020, on a eu 87 morts. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est l'élection du président de la République. Nous ne sommes pas parvenus, depuis une trentaine d'années, à trouver le cadre juridique, le cadre opérationnel, le cadre institutionnel nécessaire pour organiser des élections apaisées. Et depuis 30 ans, nous avons les mêmes acteurs, les mêmes formations politiques, les mêmes personnalités. Et évidemment, on peut se permettre de faire un certain nombre d'actes théâtraux pour apaiser la situation, mais lorsqu'on touche à la question fondamentale de la présidence de la République, parce que ne nous cachons pas les choses, dans sa rhétorique politique, M. Laurent Gbagbo veut être est déjà candidat. Il veut revenir au pouvoir. M. Henri Konan Bédié le montre très bien. M. Alassane Ouattara montre aussi très bien dans ses postures politiques qu'il veut conserver le pouvoir. Dans tous les cas de figure, les tests du droit positif ivoirien leur permettent les uns les autres d'espérer, n'est-ce pas, revenir au pouvoir ou de conserver le pouvoir. Seulement, faisons très attention, ce sont les mêmes depuis 30 ans et ce sont les mêmes qui, rappelez-vous bien, avant l'élection présidentielle de 2010, il y a eu la rencontre des grands. C'est cela. Mais quelques mois plus tard, il y a eu la crise. Donc je pense que aujourd'hui, moi je lance un appel à la société civile et au personnel intellectuel. C'est à nous de nous saisir de la question et d'agir dans le sens d'amener ces personnalités-là, à comprendre de la nécessité d'aller à des élections apaisées en 2025. Vous partagez cet avis, M. Gouamene? Oui, moi je crois qu'au-delà donc de l'élection présidentielle qui cristallise vraiment les énergies, honnêtement, il faut le reconnaître que c'est la présence de ces trois personnalités qui risque de poser problème. Je ne vais pas refaire le débat ici, s'il faut légalement, juridiquement empêcher X, Y d'être président ou candidat, mais je crois, à mon avis, à mon humble avis, que l'absence de ces trois à l'élection présidentielle de 2025 contribuerait énormément à apaiser les élections. Vous en êtes sûr? Très sûr, contribue énormément. C'est déjà un pas, leur absence déjà. Parce qu'à eux trois, ils mobilisent beaucoup d'énergie négative pour des violences électorales. Donc déjà, si on ne peut pas légalement les empêcher de le faire, je pense qu'eux, à leur propre niveau, devaient prendre conscience de cela. Au regard même parce que l'élection présidentielle, au-delà des volontés politiques, il y a quand même la capacité à pouvoir assumer le poste. C'est cela. De la République. Professeur Dion? Oui, mais nous sommes dans un cercle vicieux et vicié. Comment on désactive ça? C'est toute la problématique. Comment on désactive ce cercle vicieux? C'est une solution possible, que les trois se retirent. Mais pourquoi se retireraient-ils? Dans quelles conditions? Ce n'est pas à nous d'en décider, c'est à eux d'en décider. C'est pour ça qu'il a parlé des cercles intellectuels. Tous les acteurs sociaux, la société civile, on devrait pouvoir leur renvoyer leurs responsabilités. Il faut qu'on leur renvoie constamment à leurs responsabilités pour dire est-ce qu'ils veulent nous mettre encore dans le schéma ou dans les schémas que nous avons connus. Je crois qu'ils sont capables de faire mieux. Ils se sont rencontrés une seule fois, il y a une grâce présidentielle qui sort, qu'on salue, parce qu'on considère cela comme un premier pas. Mais ils peuvent se rencontrer à nouveau, ils peuvent se parler. Mais si la Côte d'Ivoire arrive à organiser une élection apaisée et inclusive, je pense qu'on aura fait un très grand pas. Parce que quelqu'un disait tout à l'heure, nous sommes fatigués. Maître Auré? Oui, moi, je voudrais dire que nous sommes tous responsables de cette situation-là. En 2016, nous sommes tous allés voter pour faire sauter le verrou. La sondage. Si cela n'avait pas été fait aujourd'hui, on n'en serait pas là. Et deuxièmement, on ne parle pas de deux autres personnes, Blé Goudé et Soro Guillaume. Parce qu'on donne simplement le sentiment que ce sont ces trois qui sont là.
Mais évidemment, il faut que 2025 soit inclusive. On se rappelle, le professeur Kouao l'a dit, en 1994, toute cette crise est partie du code électoral, donc de la volonté de faire en sorte qu'Alassane Ouattara ne soit pas candidat. En 2000, également, on a eu une décision de la Cour suprême. 2014, 94 plutôt. Non, 94, en 1994. Et en 2000, également, on a eu une décision de la Cour suprême qui a écarté Alassane Ouattara et Konan Bédié. Et vous voyez, en 2020, on est encore arrivé à cette position. Donc je pense qu'il faut pouvoir mettre en place les mécanismes nécessaires pour avoir une élection inclusive et également permettre, nous, la société civile, et ça c'est notre rôle, permettre à la population de comprendre que c'est à elle décider et à elle seule de décider. Alors, il y a quelqu'un qui pointait du doigt les hommes politiques, mais il y a aussi les hommes de droit qu'il faut pointer du doigt. Quand on se souvient effectivement de certains forfaits évoqués et énumérés tout à l'heure par Maître Traoré. Maître Meïté, rapidement, allez-y. Je n'ai pas encore réagi à cette question-là. Bon, je suis en phase avec tout ce qui a été dit, mais moi, à mon humble avis, et tant que ces trois-là qui cristallisent tant de passions et de tensions, voilà, seront sur la scène politique, ça sera très difficile. Franchement, objectivement, moi je ne vois pas d'autre solution que ce qu'avait proposé votre chroniqueur Assali Tchomoko et ramener la limitation d'âge. Je pense que ça sera une solution qui pourra apaiser le climat. Une proposition aussi connue, sa levée de bouclier. C'est resté les dire les choses comme ça. Voilà. Donc il fallait encourager le député dans ce sens-là pour que, définitivement, ces trois-là se retirent et laisser la place à une nouvelle élite, à une nouvelle génération. Je pense que ça sera moins passionné et on pourra avoir des élections très apaisées, à mon avis. Oui. Mais vous savez, dans tout ça, il y a une grande victime que tout le monde oublie, c'est la société civile. La société civile. On a dénoncé en son temps la question du déséquilibre. Vous voyez que la société civile est représentée au sommet, mais dans les selles, dans les commissions électorales locales, mais elle n'est pas du tout représentée, alors que c'est là qu'il y a des problèmes. Il faut qu'on arrive à établir cet équilibre. Je ne suis pas contre l'impunité, mais je pense que nous sommes dans une démocratie en construction, nous sommes dans une dynamique. Pour moi, l'une des solutions, c'est l'éducation. C'est vraiment l'éducation politique, la formation citoyenne, et ça prend effectivement du temps. Il faut être patient, ça va venir un jour. Il y a tout ce qu'on dit relève d'éléments factuels, mais il y a aussi des facteurs structurels qu'il faut prendre en compte. Notre démocratie souffre parce qu'elle est unijambiste. C'est seulement la classe politique seule qui danse, qui chante, et la société civile n'est pas prise en compte. Pourtant, bien souvent, la société civile est associée aux rencontres des hommes politiques. On nous associe comme ça, mais en réalité, vous savez, on a beaucoup encore d'espace à revendiquer, et comme l'a dit tout à l'heure Maître Traoré, nous devons nous organiser, nous devons vraiment prendre notre place et faire en sorte que ce soit une démocratie équilibrée sur ces deux jambes, l'aile politique et l'aile société civile. Merci beaucoup, M. Kouma. C'est la fin de cette première partie. Nous allons marquer une petite pause et poursuivre le débat juste après. De NCI 360 après cette courte pause et nous en rejoint en plateau Augustin Couillot, rédacteur en chef de Notre Voix, et Sylvain Desbailly, journaliste à Connexion Ivoirienne.net. Bonsoir à vous, chers confrères. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous arrivez au moment où nous abordons le deuxième sujet de cette émission, à savoir la création ou la mutation du mouvement des générations capables de Simone Gbagbo en parti politique. Est prévue à cette fin, les 19 et 20 août prochains, une assemblée générale extraordinaire pour le changement des statuts et l'élection de l'ex-première dame au poste de présidente du parti, annonce faite lors d'une conférence de presse jeudi par la coordinatrice générale, occasion pour elle de sonner la mobilisation de ses camarades à cette rencontre décisive. Je vous propose de suivre à ce point de Thiemé Danger, on en parle juste après. Abidjan Cocody Riviera Golf, siège du MGC, Mouvement des Générations Capables. Y sont réunis délégués et coordonnateurs du mouvement citoyen de l'ex-première dame, Simone Eivé Gbagbo. En première ligne, en face des hommes de médias, des membres du bureau exécutif de la structure, portés sur les fonds baptismoniaux en septembre 2021. Au menu de la rencontre du jour, l'Assemblée générale extraordinaire,
prévu du 19 au 20 août prochain. En prélude à cet événement, censé muer l'organisation de la société civile en outil de lutte politique pour la présidentielle de 2025, les organisateurs font des précisions. Tout en étant mouvement citoyen, la personne que nous avons utilisée comme marraine est une personne politique. Si les sympathisants et les membres demandent que nous muions en parti politique, c'est pour mieux impacter la Côte d'Ivoire et pour mieux faire partager ce que le MGC voulait apporter dans le volet citoyen. Parce que c'est en politique que les décisions se prennent. C'est une grande opportunité pour la Côte d'Ivoire. Eh bien, s'il arrivait qu'elle accepte, mais d'être candidate, de faire ce que nous souhaitons, je pense que ce pays-là aura pris rendez-vous avec sa propre histoire. Notons qu'avec cette mutation projetée du MGC en parti politique, l'ex-première dame va ainsi se doter d'une arme politique dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Un scrutin au cours duquel, assure la coordinatrice et ses camarades, le tout nouveau parti va jouer les premiers rôles. Un parti déjà très ambitieux, occuper les premiers rôles. Messieurs, la question est claire et simple. Jusqu'où ira Simone Gbagbo ? C'était un mouvement citoyen. On a reçu la coordinatrice générale sur ce plateau, qui avait à l'époque juré que ça ne deviendrait pas un parti politique. Aujourd'hui, tout porte à croire que ça le sera d'ici le week-end prochain. En termes d'idéologie, comment vous voyez la trajectoire de Simone Gbagbo une fois à la tête de ce parti politique ? Augustin ? Je pense que Simone Gbagbo est une femme de gauche. Elle a évolué dans cette tranche depuis sa jeunesse, et donc avec la création du Front populaire ivoirien, où elle a joué un rôle important. Elle a été députée, présidente du groupe parlementaire. Donc, j'imagine que ce sera un parti de gauche, pas plus, ça sera un parti de gauche. Et moi, personnellement, je ne suis pas surpris de l'évolution, même si, comme vous l'avez dit, Mme Crédy avait juré que ça ne deviendrait pas un parti politique. On ne peut pas voir des personnalités comme Simone Gbagbo, Kofi Lazare, Sékré Richard, des personnes qui ont été ministres, qui ont été présidents des conseils régionaux et aujourd'hui se retrouver dans un mouvement de citoyens. Bon, voilà. Donc c'était prévisible. C'est juste le temps de mûrir les idées, de se mettre d'accord pour qu'on aboutisse à ce parti. Donc voilà, je ne suis pas surpris par l'évolution de ce mouvement. Autre réaction sur l'idéologie, l'orientation de ce mouvement ? Sinon, messieurs, clairement, l'objectif de Simone Gbagbo, c'est 2025. Vous y croyez, Maître Guaméné ? Oui, la question essentielle que je me pose réellement concernant cette mutation de mouvement citoyen en mouvement parti politique, c'est quel est l'impact, ou bien quel sera l'impact réel de ce pacte ? En d'autres termes, quelles seront les forces et les faiblesses de ce mouvement sur la scène politique ? Moi, je suis convaincu que c'est un parti de plus, mais qui n'aura pas un réel impact dans l'échiquier politique national. Rien de plus, rien de moins ne sera ajouté à l'échiquier politique. C'est juste un parti politique pour certainement briser... aller à la conquête des électeurs. Ce qui ne sera pas évident, c'est que ce ne sera pas un acquis pour Simone Gbagbo. Parce qu'un parti politique, c'est d'abord les militants qui le portent à l'élection présidentielle. C'est cela. Maître Meïté ? Oui, je rejoins un peu mon confrère Maître Guaméné. Effectivement, 2018, lorsqu'elle a bénéficié de la loi d'amnistie, elle a bénéficié de ses droits civiques et politiques. Par rapport à ça, elle a tenté de s'imposer à la tête du FPI à l'absence de Laurent Gbagbo. Ça n'a pas marché véritablement. Donc, avec la rupture au niveau conjugal et puis la rupture politique, elle vient créer un parti politique. Madame Simone Gbagbo, en dehors des sièges ou du siège de Laurent Gbagbo, est-ce qu'elle a une force politique réelle ? C'est vrai que c'est une combattante, c'est une femme politique. Elle avait dit une fois qu'elle veut ressembler à Hillary Clinton, ce qui veut dire qu'elle a des ambitions présidentielles. Bon, nous, ce qui nous intéresse, il ne faudrait pas que ce soit un parti qui est fait contre le PPACI, ça c'est leur cuisine interne, mais il faudrait qu'elle propose un projet de société
Donc pour le moment, on attend ce qui va se passer lorsque ce parti sera fondé et quelle sera sa vision de la Côte d'Ivoire, quel sera son projet de société. C'est ce qui est plus important. D'accord. Précision rapidement? Bon, moi, je trouve un peu sévère, je la juge, elle est un peu sévèrement jugée. C'est une grande dame politique et c'est si vous voyez que c'est parti avec des personnes qui ne sont... Enfin, on a cité Kofi Lazare et autres, mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas... qui n'ont pas été dans l'arène politique, qui n'ont pas toujours été dans l'arène politique. Donc, il faut qu'on voit d'abord. Il ne faut pas dire que ça sera juste un parti qui vient s'ajouter aux autres partis. Et on verra ce qu'elle va proposer et on verra si elle est capable d'aller au-delà des militants du Front populaire ou de ceux qui ont toujours travaillé avec elle. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à se positionner, à être candidats dans les régions et autres. Et certainement qu'on découvrira de nouveaux visages. Et ça pourra relancer, disons la vie politique en Côte d'Ivoire. Moi, j'espère bien que ça apportera quelque chose de nouveau, certainement, avec ce nouveau parti. Très bien. Oui, allez, vas-y. Oui, pour Simone Gbagbo, moi je dirais plutôt enfin. Pourquoi enfin? Ben, enfin, elle y est. Parce que vous posez la question où ira Simone Gbagbo. Mais elle va là où son cœur voudrait qu'elle aille. Vous savez, c'est un cheminement. Hein? C'est un cheminement, même sous le magistère du président Laurent Gbagbo. Simone avait déjà des ambitions politiques. Vous avez vu tout ce qui a bien pu se passer au plan politique avant l'élection présidentielle. Vous avez eu d'un côté le président Gbagbo qui, pour brasser au-delà de son parti, a mis en place la LMP, la majorité présidentielle. Simone Gbagbo, de son côté, qui a dirigé le CNRD, etc. Donc, depuis, sous la coupole de Laurent Gbagbo, elle était déjà dans l'action politique. Kuyo l'a dit tout à l'heure, elle a été une grande dame, elle a été députée d'Abobo. Il y a eu la crise politique en Côte d'Ivoire, qui l'a forgée également, puisque au Parlement, elle était comme un bouclier contre les lois de Marcoussi. On a vu combien elle a bataillé pour soit faire passer des lois qui pouvaient passer et s'opposer à celles auxquelles elle pouvait s'opposer. Enfin, Simone Gbagbo va exprimer toute cette ambition pour laquelle elle n'a pas voulu s'aligner sur le parti créé par Laurent Gbagbo, le PPACI. Elle veut aujourd'hui jouer son équation personnelle, mais est-ce que l'affirmer simplement suffira pour Simone Gbagbo? Nous la verrons vraiment... au pied du mur? Au pied du mur, comme un maçon, mais en même temps, un parti politique, c'est quand même des hommes. Maître Guamene le disait, que ce serait un parti politique de trop. Est-ce que ce serait un parti politique? C'est à elle maintenant de jouer cette équation-là avec quels hommes? Bon, dans la vidéo, on a vu quelques têtes, quelques anciennes pontes de l'ancien FPI, Akoy Kakou, qui était président du Conseil général de Bonois. On cite également Lazare Kofi, et puis des dizaines d'anonymes. Ceux qui ont fait la conférence ne sont pas vraiment des gens politiquement marqués. Donc, on verra bien ce que cela va donner. Mais je dis que Simone Gbagbo, moi, je l'avais déjà dit sur ce plateau, qu'elle avait sa place, elle avait toute sa place au PPACI, que de fonder un nouveau parti politique qui va affronter des challenges, alors que gérer un parti politique, ce n'est pas toujours chose facile. Mais on verra bien. Très bien. Professeur Kouao, les forces et les faiblesses d'une femme comme Simone Gbagbo, qui, on l'a rappelé durant le développement des invités, a un parcours politique quand même assez important. Oui, évidemment. Contrairement à une opinion admise, Simone Gbagbo a la posture d'une femme présidentiable. Son passé plaide en sa faveur. Et aujourd'hui, Maître Guamene dit que c'est un parti de trop. Non, dans une démocratie de plus, il n'y a pas de parti de plus dans une démocratie. C'est ce qui fait le charme même du multipartisme. Maintenant, à elle de mettre en place les moyens opérationnels pour arriver à la présidence. Mais je pense qu'elle a ces qualités-là.
elle a ses qualités, elle connaît bien les Ivoiriens, elle connaît bien la Côte d'Ivoire. Ça fait près d'une quarantaine d'années qu'elle est sous le chiquier. N'oubliez pas qu'elle a une légitimité, elle a été élue, Kouyu le rappelait tout à l'heure, à Bobo comme député. Et n'oubliez pas aussi que dans la sociologie politique, elle drainait beaucoup de monde au niveau du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Et évidemment, il lui suffit maintenant de ratisser l'âge au niveau des autres régions. Je pense qu'elle a la bienvenue et que pour 2025, si elle veut vraiment y aller, il faut qu'elle y mette les moyens opérationnels. Alors, une question comme ça, à main levée, professeur Dion, vous me direz, est-ce que vous pensez que les Ivoiriens sont prêts à avoir un président de la République, une femme à la tête du pays notamment? Bon. En principe, pour les Ivoiriens que je connais, ça ne devrait pas poser un problème. Ça ne devrait pas poser un problème. Nous sommes arrivés à un niveau où, avec tous les jeunes que nous avons, avec les réseaux sociaux, avec le niveau d'éducation primaire... Avec l'ouverture sur le monde, notamment. L'ouverture sur le monde, je ne crois pas que ça soit véritablement un handicap. Très bien. À ce niveau-là. Augustin? Moi, je ne trouve pas de problème à ça. Enfin, comme on n'a pas de sondage d'opinion qui pourrait nous dire, voilà. Mais je pense que, voilà, on a déjà accepté des femmes à certains niveaux. Mais ce que je voudrais dire au niveau de ce que Simone Gbagbo peut utiliser comme atout, c'est en fait, vous voyez, la rupture, la façon dont la rupture s'est produite avec son époux, son ex-époux, enfin, son époux, Laurent Gbagbo, ça fait d'elle presque une victime. Voilà, les gens n'ont pas compris cette rupture et ça a attiré vers elle, ça a créé une certaine sympathie. Mais est-ce que ça, c'est suffisant pour l'ancien parti politique? Mais je ne dirais pas que c'est suffisant, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que dans l'environnement de l'ancien FPI, enfin, quand j'ai dit l'ancien FPI, même des gens qui sont accrochés à Laurent Gbagbo n'ont pas apprécié cette rupture. Et donc, ça lui profite. Moi, j'ai bien l'impression que c'est deux affaires totalement opposées. Il y a d'un côté une affaire privée entre deux adultes et d'un autre côté une affaire politique. La rupture est à la fois politique et conjugale. Et même politiquement, le fait qu'elle ne soit pas dedans a refroidi beaucoup. Très bien. Oui, maître Meïté. Je voulais répondre un peu. Moi, je ne pense pas que les gens s'engagent dans les partis politiques ou soutiennent des personnalités par rapport aux sentiments personnels, à leur vie privée. Je vous dis tout le temps qu'ici, c'est le projet qui importe plus. Qu'est-ce que Mme Simone Gbagbo va proposer aux Ivoiriens? C'est ce qui est le plus important. Concernant sa relation privée, sa vie privée, je ne pense pas que ça fasse l'objet de choix pour certains Ivoiriens. Peut-être quelques gens peuvent s'allier à elle ou soutenir, mais on ne voit pas grand monde. Hein. Donc ça veut dire, Augustin Kouyo, si on veut aller dans votre sens, ça veut dire que beaucoup vont suivre Simone Gbagbo sur la base d'émotions, de sentiments. Oui, mais parce que l'émotion, ça fait partie de l'homme. D'accord. L'émotion, on ne peut pas dire, on ne peut pas séparer l'homme de l'émotion. On est bien d'accord. Beaucoup de partis aujourd'hui qui sont sur l'échiquier, les gens n'ont pas adhéré par rapport à leur projet. Il y a des gens qui ne savent même pas ce que M. Ouattara propose pour telle situation ou telle autre situation, ou ce que M. Gbagbo propose. Ils disent, c'est M. Gbagbo, nous l'aimons. Voilà. Il aime Gbagbo. Très bien. Ou bien il aime Ouattara. Très bien. Monsieur, il y a un autre acteur politique qui a cristallisé l'attention cette semaine en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Tidjane Thiam. C'est un banquier, ex-ministre du Plan et du Développement de la Côte d'Ivoire, sous Henri Konan Bédié. Il a fait un passage éclair en Côte d'Ivoire ces jours-ci. 48 ou 72 heures, me semble-t-il, il a été reçu par le président Ouattara, les présidents Gbagbo et Bédié. Je vous propose de voir cet élément et on en parle juste après. L'ex-patron du Crédit Suisse, Tidjane Thiam, l'ancien du Plan et du Développement sous Henri Konan Bédié, a effectué récemment un bref séjour en Côte d'Ivoire après une vingtaine d'années d'absence. Rencontre avec les personnalités politiques de premier rang, échange familial, ont tant autre meublé son agenda sur les bords de la lagune Ébrié. Arrivé lundi dernier, le banquier a été reçu par le chef de l'État Alassane Ouattara à la résidence présidentielle d'Abidjan, sise à la Riviera Golfe. Le lendemain, c'est au tour de l'ex-président Henri Konan Bédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, de recevoir son ex-ministre Ada Oukro. Au terme de cette audience, l'ex-patron du Crédit Suisse a réaffirmé son appartenance au PDCI.
pays m'a beaucoup manqué et c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que j'ai retrouvé notre pays, nos compatriotes. Donc c'est le devoir agréable de tout fils de venir saluer et présenter ses respects à son père et je souhaitais le faire dans de bonnes conditions à l'occasion d'un retour qui est joyeux. Et donc c'était vraiment le moment idéal pour moi pour venir le saluer à Daoukro que je connais bien. Je n'ai jamais quitté le PDCI-RDA. J'ai toujours été membre du PDCI-RDA. De chaque côté de ma famille que vous regardiez, on trouve le PDCI-RDA. On connaît bien l'histoire du président Houphouët. On connaît moins celle de mon grand-père maternel, qui est un des signataires de l'acte fondateur du PDCI à la Croix du Sud. Donc nous sommes une famille PDCI, nous restons PDCI. Tidjane Thiam s'est rendu également chez l'ancien président Laurent Gbagbo, président du PPACI, Parti des peuples africains, auprès de qui il est venu prendre des conseils, selon le communiqué de presse du parti. Dans son programme, une rencontre avec ses anciens camarades du lycée classique d'Abidjan, parmi lesquels le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Pour l'heure, l'ambition de se présenter à la magistrature suprême du pays n'a pas été officiellement affichée. Monsieur, analyse d'une trajectoire et d'un profil comme celui de Tidjane Thiam, certains lui prêtent déjà des intentions présidentielles. Maître Guaméné? Je pense que moi, je dirais qu'il y a eu beaucoup de tapage, beaucoup de bruit sur son retour pour enfin 48 heures. Mais je crois que les gens, certaines personnes ont estimé que ça devait être leur joker. Mais en réalité, Tidjane Thiam n'a jamais été un homme politique. Il a juste été ministre. Quand on a été ministre, on a été un homme politique. Dans le gouvernement, même si c'est quelques mois. Dans le gouvernement Bédié, il n'a jamais été un leader politique, peut-être pour nuancer, jamais été un leader politique. Après le coup d'État de 1999, en 2000, il allait en exil. Il a été DG des Crédits Suisses. Ça lui a profité à lui et à sa famille, mais pas à la Côte d'Ivoire. Donc certaines personnes ont voulu le positionner politiquement, mais je ne crois pas que ça puisse prendre. C'est vrai qu'il est venu la rencontrer certaines personnes. Est-ce qu'il y a eu des accords? Mais lui, personnellement, individuellement, je ne le vois pas vraiment sur l'échiquier politique en dehors de PDCI auquel il appartient ou bien d'un accord avec le RHDP. Question cash, monsieur. Est-ce qu'il a le profil de l'emploi? Est-ce qu'il a le profil pour le job de président de la République de Côte d'Ivoire? Professeur Kouao? Oui, écoutez, dans une démocratie républicaine, tout le monde peut être président de la République. Il n'y a pas une école pour être président de la République. C'est parce que notre démocratie fonctionne mal qu'on pense que des gens sont faits pour être président et qui doivent rester présidents. Mais non. Et donc, M. Tidjane Thiam peut valablement être président de la République. Seulement, l'analyse est difficile parce que lui-même ne dit pas pour l'instant qu'il veut être candidat ou bien qu'il veut être un acteur politique de premier plan. Et donc, c'est un peu difficile. En sus, je pense que l'handicap, l'obstacle à son niveau, c'est qu'il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Parce que il faut... Vous savez, pour être l'homme de son pays, il faut être l'homme de son temps. Vous comprenez bien? Et là, il ne connaît pas la Côte d'Ivoire, les 322 000 km², les réalités africaines. J'ai peur qu'il ait le même destin que M. Lionel Zinsou au Bénin, c'est-à-dire qu'on le parachute. Et en même temps, ça fait un peu de la nostalgie politique. Ça rappelle un peu 1990, on parachute les banquiers, les responsables de la finance internationale à la tête des États. Le contexte a totalement changé. Je pense que... il a pour atout le fait qu'il a été il est toujours membre du PDCI, mais il est surtout le petit-fils de Félix Houphouët-Boigny. Donc ce sont des atouts qu'il doit maintenant valoriser, mettre en évidence. Mais dans tous les cas de figure, il lui faut venir sur le terrain. Il a des qualités. Il a des qualités. Il a le relationnel au niveau international. Il a les moyens. Vous savez que la voix a conduit au pouvoir, et donc c'est vraiment important. Maintenant, il lui faut une équipe, il lui faut un appareil politique, il faut construire une offre politique nouvelle. Mais tout cet intérêt autour de la venue de M. Tidjane Thiam est peut-être symptomatique de la volonté d'une partie des Ivoiriens de voir rajeunir la classe politique, car à l'évidence, nous sommes dans une gérontocratie. Maître Meïté? Je suis en partie d'accord avec le professeur Kouao. Bon, moi, je dirais plutôt, ce n'est pas qu'il ne connaît pas la Côte d'Ivoire, mais je me dis que peut-être c'est la Côte d'Ivoire qui ne connaît pas trop M. Tidjane Thiam, parce qu'il est parti du pays, ça fait plus de 20 ans.
Bon, il est resté à l'étranger, il a servi à des hauts postes. Et il a un profil très intéressant qui suscite la curiosité, qui suscite un argument. Mais est-ce que ça suffit politiquement? Surtout qu'on peut penser au schéma Macron ou à d'autres personnes qui sont venues comme ça, sorties du néant, pour être président. Mais je pense que ça serait un peu difficile en Côte d'Ivoire, compte tenu du fait qu'on ne peut pas sortir comme ça sans être adossé à un appareil politique, notamment le PDC. Il faut dire que personne n'a vraiment essayé aussi. Essayé, oui, mais c'est un peu compliqué parce que les appareils politiques, c'est important dans la conquête du pouvoir. On est d'accord. Voilà. Macron a osé et ça a marché. Oui, mais lui, il a confirmé qu'il est PDCI, il a dit, et puis il a fait 2 déclarations. Le 7 août 2020, il a dit qu'il allait participer à la vie de la nation, mais sur quelle forme? Est-ce que c'est forcément pour une ambition présidentielle? Il reste à voir. On peut participer à la vie de la nation en servant d'autres postes, à porter son expérience. Mais si c'est postuler pour la présidence de la République, se présenter aux élections présidentielles au niveau du PDCI, il faudrait déjà qu'il maîtrise cet appareil-là. Nous avons vu que pour être candidat là-bas, les conditions sont quand même draconiennes. On a vu Kakabe qui avait été exclu par rapport à ça. N'oubliez pas aussi qu'il y a d'autres acteurs, il y a Bion par exemple. Donc, et puis Bédié, est-ce qu'il a dit son dernier mot? Il n'a jamais dit qu'il ne sera pas candidat, surtout que la limitation d'âge n'a pas encore été sautée. Donc finalement, il y a plusieurs équations. Mais j'ai l'impression que beaucoup parlent à son nom, plus que lui-même. Donc il faudrait que lui-même s'exprime sur le sujet et qu'il dise réellement ce qu'il va faire. Surtout que son grand frère dit que pour être président, il faut se raser chaque matin en pensant à ça. Est-ce qu'il le fait exactement? On n'en sait rien. On espère qu'on aura l'occasion de l'avoir en interview pour lui poser cette question cash droit dans les yeux. Professeur Dion, réaction? Alors, oui, Thiam rentre chez lui après 23 ans. En principe, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il rentre chez lui. Il y a beaucoup d'engouement autour de ce retour. C'est la tournure que lui-même donne à son retour, c'est ça qui fait qu'on s'intéresse un peu à lui. Mais au-delà de ça, c'est un Ivoirien qui a un bon profil. Je pense qu'il a un bon profil. Il lui faut une organisation. Si vraiment, Thiam veut être quelque chose pour son pays, je ne veux pas dire être quelqu'un, être quelque chose pour son pays, je pense qu'il a le bon profil. Il faut une bonne organisation et une ligne directrice très claire. Et en même temps, savoir que ce marigot politique où nous sommes, il faut une bonne dose de courage. Alassane Ouattara est passé par là. Il faut qu'il lise bien l'histoire d'Alassane Ouattara. Qu'il voit bien les défis qu'Alassane Ouattara s'est donnés et toutes les difficultés traversées par cet homme qui, à peu près, a le même profil que lui quand il arrive en Côte d'Ivoire. S'il est prêt à supporter tout ça, s'il est prêt à être déterminé, s'il est courageux, je ne dis pas s'il est téméraire, parce que dans l'ordre des valeurs, c'est 2 choses différentes. Celui qui est courageux, il sait ce qu'il doit craindre. Il faut qu'il analyse bien et qu'il arrive, mais qu'il prenne sa part. Parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas aussi laisser ses enfants loin des gens de valeur qui peuvent nous apporter quelque chose. Donc moi, il n'a encore rien dit. Il a l'air d'être sur le chemin. Mais il ne faut pas surtout que Thiam se comporte comme beaucoup d'hommes politiques ivoiriens qui ont ce que j'appelle le syndrome de Manlus, qui a 2 indices, une ambition mal évaluée et puis une impatience mal dissimulée. Il y en a qui croient qu'être président, c'est diriger une mutuelle du village. Alors qu'il faut être prêt et il faut être organisé. Et lorsqu'on veut y aller, il faut choisir le bon moment pour y aller. Alors je crois qu'il a de la matière là. Oui, moi je pense que, à la différence de certains cadres au PDCI, M. Thiam est quand même une personnalité qui a une stature internationale, mais qui, quand on regarde un peu ce qui se fait, qui procède par petites touches, à la différence d'un Bion qui est allé frontalement et puis après il a reculé face à une certaine pression. Quand on suit bien sa trajectoire, il s'est d'abord construit au niveau international avec les postes qu'il a occupés. Et sur la Côte d'Ivoire, il s'est quelquefois prononcé sur des sujets brûlants de l'actualité. Et vous avez vu tout ce qui a bien pu se passer autour de son retour. D'abord, un premier voyage banqué. Et après, un voyage surprise. Il vient, 48 heures, il prend le pool et puis il s'en va. Mais
Déjà, au niveau du PDCI, on parle des tiamistes. On parle déjà des tiamistes. Il y a des clubs de soutien qui se sont créés spontanément. On est donc bien dans la préparation d'une candidature. Mais pour cela, il faut aussi lire entre les lignes dans ses déclarations. Quand il dit qu'il a toujours été PDCI, qu'il reste PDCI, c'est pour dire quoi? Qu'on est en train de convoiter l'appareil duquel on parlait ici tout à l'heure. Parce que s'il veut bien exprimer son ambition présidentielle, je pense que ce ne sera pas de façon isolée. Ce sera adossé à un appareil qui est le PDCI, qui connaît déjà le terrain. Et donc, c'est ce qui peut être la solution la plus facile pour lui. Sinon, si c'est à la Macron, c'est vrai qu'il a une certaine prestance, il a une certaine envergure, mais ça ne suffira pas. Donc, je dirais qu'à ce niveau, Thiam aura contre lui Thiam. C'est-à-dire qu'ici, il lui faudra de l'engagement. Il lui faudra de l'engagement. Quand on a un peu vu comment la Côte d'Ivoire a fonctionné ces dernières années, vraiment, on ne peut plus se permettre de venir comme ça à l'aventure. Il faut se préparer. Mais en tout cas, sur tous les plans, au plan psychologique et puis au plan politique. Est-ce que Thiam est prêt à affronter la Côte d'Ivoire dans une certaine frange? Parce qu'il y a encore une frange ivoiritaire. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Il y a une frange ivoiritaire qui s'exprime déjà sur les réseaux sociaux. Il devra donc faire, s'il veut bien être président de la Côte d'Ivoire, il devra faire contre toutes ces expressions-là. Mais il a le profil, il peut être l'homme de demain. Très bien. Augustin, merci Sylvain. Voilà, je voudrais dire que M. Thiam ne découvre pas la Côte d'Ivoire. Voilà, il a fait l'école ici, l'école primaire, il a fait le lycée, il a fait son bac en Côte d'Ivoire. Et quand il partait à Polytechnique, ça a fait l'objet de reportages à la télé. Et il a été DG du BNET, il a été ministre du Plan et du Développement. Donc, il ne découvre pas la Côte d'Ivoire. C'est vrai, il y a eu le coup d'État de 1999, et il est parti, il revient 22 ans plus tard. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas la Côte d'Ivoire. Il connaît la Côte d'Ivoire, il a vécu ici, il a dû vécu ici. Donc, pour moi, il n'y a rien de nouveau. Pour connaître la Côte d'Ivoire, il a des parents ici qui sont là et qui peuvent même... Il a des groupes de soutien qui se manifestent déjà sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Donc, sur ça, il n'y a pas de problème. Comme Debaï l'a dit, il a une stratégie. Je pense qu'il a des ambitions. On ne peut pas douter qu'il a des ambitions, certainement présidentielles. Et il a une stratégie. Il dit qu'il est PDCI, le parti de son grand-père. Donc, on va voir du côté du PDCI pour voir si le PDCI, à un moment donné, ne va pas l'adouber. Et ça peut arriver. Parce que parfois, aussi, quand tu regardes derrière Bédié, ce n'est pas évident. Beaucoup de gens qui étaient derrière Bédié sont partis avec le RHDP aujourd'hui. Et quand tu vois, on ne voit pas qui se positionne en dehors de Bion, qui, comme tu l'as dit, y est allé et qui s'est cassé la gueule, qui a fait 2 pas en arrière. Donc aujourd'hui, je pense qu'en allant voir Bédié, appelant son père, c'est une stratégie. Et je pense que, bon, peut-être on aura besoin de peut-être 2 ans, 1 an, pour voir ce que ça donne. Mais dans tous les cas, il a des ambitions, il ne découvre pas la Côte d'Ivoire, il a une histoire avec la Côte d'Ivoire, et c'est déjà 2 points pour lui. Très bien. Sylvain, rapidement. Oui, je voudrais ajouter que quand Nékouyo dit que Thiam connaît la Côte d'Ivoire, en même temps qu'il dit qu'il y a 22 ans ou 23 ans qu'il est parti, je voudrais dire qu'elle est bien loin derrière cette Côte d'Ivoire que Thiam a vu grandir. La Côte d'Ivoire est arrivée à nouveau, est façonnée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a un pouvoir qui est arrivé, qui a façonné la Côte d'Ivoire avec sa politique. Donc on n'est plus dans cette Côte d'Ivoire de 1990, on est dans la Côte d'Ivoire de 2023. Comment les jeunes agissent, quelle est la génération qui est en train de monter? Il y a ça. Je voudrais également ajouter que quand on regarde le profil de Thiam, Geoffroy disait tout à l'heure que quand on était en 1990, il y a eu ces cadres africains du FMI qui ont été
qui ont été, il a utilisé les termes parachutés. Donc quand on regarde aujourd'hui le profil de Thiam, moi je me réjouis qu'il marque un peu la différence dans son discours quand il dit qu'il est contre l'endettement. Vous voyez, alors que de nature, ces grands experts, ces grands financiers de l'ordre international, généralement, pour eux, c'est la politique de la dette. Pour eux, c'est la dette. Pour vous, dans l'approche idéologique économique, il y a une différence. Il a une approche différente. Il a une approche différente et peut-être que ça peut passer. Très bien. Dans l'opinion. Maître Meïté. Oui, je reviens sur le sujet par rapport à ce que Sylvain Debaï vient de dire. C'est vrai que Thiam, il a vécu ici, il a fait ses études ici. Mais comme l'autre a dit tout à l'heure, ça fait 22 ans, 23 ans. Aujourd'hui, l'âge de vote, c'est à partir de 18 ans. Les enfants, les jeunes qui sont nés, qui ont l'âge de vote aujourd'hui, est-ce qu'ils connaissent forcément Thiam? Peut-être sur les réseaux sociaux, ils peuvent avoir des sujets sur Thiam. Maintenant, les jeunes qui sont quelque part dans une province éloignée, qui n'ont pas accès à tout ça là, ce sont des électeurs. Est-ce que tout le monde le connaît? Est-ce que les gens le connaissent réellement? Donc, la priorité pour lui, si réellement il a des ambitions, c'est de chercher à se faire connaître d'abord. C'est peut-être ça qui commence avec cette visite éclair. Voilà. Maintenant, la deuxième difficulté qui a été soulevée par M. Dion, c'est que les Ivoiritaires ne manqueront pas. Ça a commencé déjà. On voit déjà, tiens, c'est pas un Ivoirien. Bon, ils oublient que le nom ne confère pas la nationalité. C'est le lien qui lie un élu d'un État. Je pense qu'on va faire une émission avec les juristes sur cette question de nationalité, d'identité. Ce n'est pas le nom qui confère la nationalité. Voilà, donc on se base aussi sur le nom, on dit qu'il n'est pas ivoirien et tout, alors qu'on n'en sait rien du tout. Il est parfaitement ivoirien et donc il peut se présenter s'il le souhaite. Très bien. Oui, Augustin? Oui, on dit que la Côte d'Ivoire a changé. Je rappelle qu'on est au terme de cette émission, mais allez-y. Vous voyez bien que les personnalités qui sont aujourd'hui au devant de la scène, c'est les gens de 90, hein? Gbagbo, Bédié, quand vous dites des gens de 90, ça veut dire quoi? Des gens qui se sont fait connaître réellement. Ben voilà, ce n'est pas des gens qui sont nés en 90. Pas du tout, mais je veux dire que la Côte d'Ivoire n'a pas changé tant que ça. Voilà, les choses, on reste encore attaché à Bédié, on reste attaché à Ouattara, on reste attaché à Gbagbo. Ça veut dire que même des gens qui viennent, des gens de la jeune génération, quand ils viennent, on dit, oh, c'est Bédié, c'est Gbagbo, c'est Ouattara. Donc je veux dire que, comme je dis, quelqu'un qui veut être candidat en 2025, si M. Thiam veut être candidat, il a le temps suffisant pour se faire connaître. En tout cas de la jeune génération. Pour les autres, je dis bien qu'il a une histoire avec la Côte d'Ivoire. Il n'est pas tombé en 2022 en Côte d'Ivoire. Il a vécu ici, il a fait l'école avec nous ici, et il a eu son bac ici. C'est très important. Et il a été ministre en Côte d'Ivoire. Il a été ministre en Côte d'Ivoire. Maître Guaméné, oui. Moi, je pense que Thiam, en venant, il a revendiqué son appartenance au PDCI. Donc, il est clair qu'il entend certainement, s'il a des ambitions présidentielles, s'appuyer sur le PDCI. Donc, son grand défi, ce serait déjà de réussir à convaincre le président Bédié et de convaincre également tous ceux qui sont au PDCI de l'adouber comme le futur candidat du PDCI. Voilà, donc il s'est appuyé sur le PDCI, il va y aller certainement avec le PDCI, mais est-ce qu'il pourra réussir à s'imposer, à se faire adouber comme candidat du PDCI? C'est son plus grand défi. Très bien. Messieurs, nous voici au terme de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Augustin Couillot, Sylvain Debaï, professeur Dion, maître Meïté, maître Guaméné, professeur Kwao Geoffroy, merci infiniment. Merci à vous, chers téléspectateurs et internautes, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de NCI 360. Rendez-vous dimanche prochain. Merci. Merci.